Nous devons parler d'un cas unique en grille. En effet, Alpine utilise un DRS inversé à l'arrière. C'est la seule équipe à le faire. Nous devons l'analyser dans la vidéo d'aujourd'hui. Voyons les avantages et aussi les aspects négatifs de cette solution. Voyons comment cela change la charge aérodynamique. Nous devons parler de la nouvelle recrue de Ferrari, Guillaume Dezotteux, qui a été appelé par Vasseur et arrive immédiatement opérationnel à Maranello. Nous devons également parler du cas Mercedes, car il y a des mises à jour. Il y a eu la présentation de la Mercedes V17, que nous avons déjà vu lors des tests à Barcelone. Nous l'avons déjà vu avec la livrée officielle. Cependant, il y a eu la présentation et ils ont également clarifié un aspect important concernant le moteur Mercedes dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous devons également parler des sensations de Hamilton au volant de la Ferrari SF26 car elles sont très importantes. Cela dit, commençons tout de suite. Nous devons parler de l'aile arrière et surtout de la façon dont le volet mobile se déplace, car sur presque toutes les monoplaces, le système est classique, hérité du DRS, c'est-à-dire que le volet se soulève parce qu'il tourne autour d'une charnière située près du bord de fuite de l'aile. Lorsque le système s'active, la partie finale de l'aile monte, réduisant la traînée. Sur l'Alpine A526, en revanche, la logique est complètement différente. Ici, la ligne de charnière est proche du bord d'attaque et non de celui de fuite. Le résultat est presque contre-intuitif. En effet, lorsque le système entre en fonction, le volet ne monte pas mais descend. En pratique, au lieu de tourner autour du troisième élément, comme le font tous les autres, le volet de l'Alpine tourne sur le deuxième élément, abaissant le bord arrière. C'est un système inversé par rapport à la norme, et ce n'est pas seulement une curiosité mécanique. Changer le point de rotation signifie modifier la façon dont le profil aérodynamique de l'aile varie, comment la charge est répartie et aussi comment le flux sortant change. Dans les autres équipes, l'ouverture augmente l'écart entre les profils. Alors que sur l'Alpine, nous voyons que le mouvement vers le bas tend à créer un effet désiré, voulu, qui tente à réduire encore la traînée aérodynamique, augmentant encore la vitesse de pointe de l'Alpine. Et c'est un détail apparemment petit, mais qui illustre bien combien chaque équipe cherche des voies différentes pour interpréter l'aérodynamique active de 2026. Et donc si ce système apporte des avantages réels sur la ligne droite, c'est parce que vous allez avoir des vitesses de pointe plus élevées. Avec une aile complètement plate car le flap s'abaisse et par conséquent, il parvient à avoir moins de traînée aérodynamique. Il y a encore des doutes concernant l'efficacité de l'aileron arrière par rapport à ceux des autres équipes, ou si cela pourrait avoir des aspects négatifs que l'Alpine doit résoudre, avec une charnière, donc un système de DRS arrière différent. Évidemment, nous parlons du système de DRS, même si c'est l'aérodynamique active qui entrera en fonction cette année jusqu'en 2026, tant sur l'aileron avant que sur l'aileron arrière. Pendant ce temps, Ferrari, comme vous me l'avez dit si nombreux, a essayé l'aérodynamique active en mode non synchrone, c'est-à-dire d'abord l'aileron avant, puis l'aileron arrière, pour équilibrer la charge sur la voiture. Et le système d'aérodynamique active déphasé, disons à mi-chemin, sera utilisé dans des conditions humides. Lorsqu'il y aura de l'humidité, l'aérodynamique active ne fonctionnera pas en synchronisation entre l'aileron avant et l'aileron arrière, mais fonctionnera soit uniquement sur l'aileron avant, soit sur l'aileron arrière, pour essayer d'améliorer la maniabilité de la voiture. Ferrari l'a testé à la fois lors du shakedown à Fiorano et aussi à Barcelone dans des conditions humides, pour essayer d'adapter au mieux la Ferrari SF26, même dans des conditions humides, et d'améliorer la maniabilité. Un aspect dont Hamilton semble également, disons, satisfait, et nous verrons cela par la suite. Mais nous devons parler du travail que Guillaume Dezotteux va commencer à Maranello, nouveau responsable des opérations de performance de l'écurie, une personne qui arrive directement des Racing Bulls, et qui a été choisie personnellement, bien sûr, par Frédéric Vasseur. Ce n'est pas un nom choisi au hasard, et ce n'est pas non plus une opération d'image. Dezotteux est un ingénieur avec un profil très précis, performance de la voiture, gestion des données et corrélation entre la piste, le simulateur et le développement. Ce sera son rôle. C'est l'un de ceux qui ne dessinent pas, mais décident si ce qu'ils ont dessiné fonctionne vraiment. En somme, il décide de l'avenir du développement. Son parcours est intéressant car il suit celui d'autres figures déjà arrivées à Maranello. Il a eu une expérience chez Michelin en tant qu'ingénieur en performance des pneus, puis une longue période chez Toro Rosso et AlphaTauri, jusqu'à devenir responsable de la performance des véhicules. Un rôle qu'il a également maintenu ces dernières années à Faenza chez Racing Bulls. Chez Ferrari, il s'insérera dans une structure technique que Vasseur est en train de reconstruire, pièce par pièce. À ses côtés, il y a déjà des figures clés, comme Diego Tondi, sur l'aérodynamique et d'autres techniciens arrivés ces derniers mois. Je pense par exemple aussi à Lixer, qui dirige finalement tout le département technique de Ferrari. Le fil conducteur est évident. Renforcer la zone performance à Maranello, celle qui transforme le potentiel d'une voiture en résultat réel sur la piste. C'est un point crucial, surtout en vue de 2026, car avec des règlements complètement nouveaux, ce n'est pas celui qui a l'idée la plus extrême qui gagne, mais celui qui parvient à comprendre avant les autres comment faire travailler ensemble l'aérodynamique, les pneus, le réglage et la gestion énergétique. Le fait que Dezotteux entre immédiatement en
opération, donc commence à travailler sans longue période de transition, en dit long. Ferrari n'attend pas de voir comment débute la saison. Elle construit dès maintenant les bases décisionnelles qui seront nécessaires dans les premiers développements de la Ferrari SF26, ce qui oriente souvent tout un cycle technique. En somme, ce n'est pas l'annonce classique en première page. C'est l'un des mouvements silencieux qui ne font pas de bruit aujourd'hui, mais qui peuvent peser lourd dans 6 mois, quand les marges seront minimes et chaque détail comptera vraiment. Et étant donné que tout le monde est concentré sur les tests de Barcelone, ce mouvement de marché, si l'on veut, est passé au second plan. Mais il est fondamental. Parce que cela nous montre encore une fois combien la pression est forte sur Vasseur, combien Vasseur veut rendre Ferrari gagnante. Parce que si Ferrari n'est pas gagnante cette année, c'est lui qui risque de perdre son poste de team principal. Et donc, il cherche des figures clés qu'il connaît et avec lesquelles il a eu de l'expérience dans le passé. Pensons à XR, à Esso des Autos, mais aussi au même Giron d'Ambrosio qui a son bras droit. En somme, des figures qui peuvent l'aider dans la gestion technique et administrative de l'équipe. Et donc cette responsabilité, il l'a sur Vasseur, et il sait qu'il veut rendre Ferrari gagnante pour cela. Il doit avoir ses hommes à ses côtés. Donc, il entre en opération immédiatement. Donc cela nous montre la volonté d'avoir une figure clé qui commence tout de suite à travailler sur la Ferrari SF26. Et pas tant sur la partie développement qui va bien chez Ferrari, mais sur la partie décisionnelle de ce qu'il faut mettre sur la piste et ce qu'il faut écarter. Parce qu'il y a aussi un travail de sélection qui est très important, étant donné qu'il y a un budget limité. Et donc, j'ai beaucoup apprécié cette embauche de la part de Maranello, elle est passée au second plan et j'ai voulu vous en parler. Mais maintenant, parlons aussi de Hamilton, de ce qu'il a dit après les essais. Il y a une phrase qui résume très bien ses premiers essais de 2026, et c'est celle qui concerne le plaisir de conduire. Un concept qui, pour Lewis Hamilton, n'était pas du tout évident ces dernières années. À Barcelone, Hamilton a terminé le shakedown avec le meilleur temps absolu de la semaine, et plus de 200 tours parcourus sur la Ferrari SF26. Ce tour a été réalisé justement le dernier jour. Mais la donnée la plus intéressante n'est pas le chronomètre, car il a dit que cela compte relativement. C'est la façon dont il a décrit la voiture. Selon Hamilton, la nouvelle génération de monoplace 2026 est enfin différente de celle à effet de sol, qui a dominé depuis 2022. Moins de charge aérodynamique, moins de rigidité extrême et surtout un comportement plus naturel. La Ferrari SF26 est une voiture plus survirtuelle, plus nerveuse, plus vivante, a décrit Hamilton. Elle glisse davantage, réagit de manière directe, mais en même temps, elle est plus facile à reprendre. Et cela, pour un pilote comme Hamilton, fait toute la différence du monde. Dans les années de l'effet de sol, son style de conduite avait souvent été mis à l'épreuve. Freinage plus long, entrée plus rigide, moins de marge pour travailler la sensibilité. Avec les voitures de 2026, Hamilton retrouve une machine qui lui permet de sentir la limite, et non seulement de la subir. Nous nous souvenons tant de fois que même lorsqu'il était chez Mercedes, à l'ère de l'effet de sol, le contraste avec Russell était net, car Hamilton ne sentait pas l'arrière glisser, il n'arrivait pas à trouver cette limite. Évidemment, ces déclarations de Hamilton ne signifient pas que la Ferrari soit déjà prête. Hamilton dit clairement que le travail à faire est encore énorme, comme pour tout le monde. Mais un autre élément fondamental émerge, à savoir le climat interne à Maranello. Lors des débriefings, raconte Hamilton, il y a concentration, lucidité et une mentalité qu'il définit clairement comme gagnante. Aucune illusion, aucun enthousiasme incontrôlé. Il n'y a même pas de proclamation. Nous l'avons vu cette année, tout le monde est très concentré sur le travail. La seule sensation est que chaque département sait exactement ce qu'il fait et pourquoi. Et c'est ici que le discours s'élargit. Hamilton ne regarde pas tant les temps de Barcelone, ni qui semble devant aujourd'hui. Mercedes, Red Bull et d'autres équipes. Il ne s'intéresse pas à qui est devant parmi eux, le tableau réel n'est pas encore lisible. Ce qui comptera vraiment lors des premières courses de 2026 sera la vitesse de développement. Pour cela, l'embauche faite par Vassordi et un nouvel ingénieur. La capacité de comprendre rapidement où intervenir, quelles directions suivre et lesquelles abandonner. Et surtout la qualité des décisions. Barcelone n'est que le début. Le véritable banc d'essai sera Bahreïn, avec des températures plus élevées, de nouvelles essences synthétiques et des monoplaces plus évoluées. Mais pour Hamilton, après des années compliquées, une chose est déjà claire. Ces nouvelles Formule 1 lui parlent à nouveau dans sa langue. Et quand un pilote comme Hamilton retrouve le plaisir de conduire, ce n'est jamais un détail secondaire. Enfin, Hamilton retrouve également le plaisir de conduite avec ses voitures à effet de sol. Évidemment, il ne s'est pas attardé sur les performances de Ferrari car celles-ci ne sont pas interprétables. Dans le sens où nous n'avons pas le référentiel des adversaires. Ce n'est pas seulement Hamilton qui l'a dit, Toto Wolff l'a également mentionné lors de la présentation de Mercedes qui a eu lieu aujourd'hui. On ne connaît pas le référentiel des autres équipes, car il y a trop de variables, à commencer par la charge de carburant, les cartographies, etc.
Cependant, une chose importante que nous pouvons tirer des tests de Barcelone est qu'Hamilton s'est senti à l'aise en conduisant la voiture. Et c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Avec les voitures à effet de sol, on avait dit qu'Hamilton ne se sentait pas bien au volant. Il s'est remis en question, même son talent de pilote, malgré le fait qu'il soit 7 fois champion du monde. Et c'est justement parce que les voitures étaient difficiles à conduire pour son style de pilotage. Et donc maintenant, il a retrouvé cette confiance et ce plaisir de conduire la Ferrari SF26. Et c'est fondamental pour commencer la saison non seulement de la meilleure façon, mais aussi parce que ces voitures se conviennent à Hamilton. Mais aussi parce qu'il retrouve une sérénité intérieure qui lui a un peu manqué ces dernières années. Et la chose la plus importante pour Ferrari n'est pas le temps d'Hamilton réalisé lors des tests de Barcelone, mais c'est la fiabilité du moteur de la Ferrari. En effet, en 5 jours d'essai, la Ferrari SF26 a parcouru des kilomètres comme peu d'autres voitures. Plus de 2000 km au total. Plus de 400 tours sans véritable problème. Traduit plus de 6 grands prix simulés déjà fin janvier. Et si nous élargissons le cadre aux unités de puissance Ferrari, le chiffre devient encore plus intéressant. Le moteur 0.67.6 utilisé également par Haas et Cadillac a dépassé 800 tours au total. Des chiffres qui, à un stade aussi précoce d'un règlement complètement nouveau, comptent plus que n'importe quel classement de temps. Et cela n'a pas été dit seulement chez Ferrari, car chez Mercedes aussi, a déclaré le même James Ellison, directeur technique chez Mercedes. Eh bien, nous avons vu peu de voitures avoir des problèmes de fiabilité. Donc la vraie guerre au début de la saison ne sera pas tant sur la fiabilité. Et quel moteur tiendra le plus de kilomètres? Mais quel moteur sera le plus compétitif? Quel moteur sera le plus performant? Donc, la vraie guerre sera déjà sur le développement même du moteur. Et nous avons déjà dépassé la phase de fiabilité et de test initial. Ceux qui avaient des doutes sur la fiabilité du projet Ferrari ont dû faire un pas en arrière. De ce point de vue, seul Mercedes a légèrement mieux fait en parcourant plus de kilomètres. Le travail du département dirigé par Enrico Gualtieri a donné des réponses solides. Lewis Hamilton a également confirmé clairement que les tests se sont bien déroulés. Il n'y a eu aucun incident majeur ou sérieux, parce qu'ici, il n'y a pas de point critique. Et si nous le voulons, Ferrari a également bien répondu aux différents programmes de travail réalisés à Barcelone. Une chose fondamentale est aussi la gestion de l'unité de puissance et la gestion de l'énergie électrique. Cela sera la chose la plus importante. La récupération, le relâchement, la stratégie d'utilisation de l'énergie. C'est là que se joue une énorme part de la performance. Et ici, pour le moment, il semble que Mercedes ait légèrement l'avantage. Cependant, nous n'avons pas encore de confirmation certaine. Pas tant en termes de puissance pure, dit-on. Quant à la maturité des stratégies, dans la rapidité avec laquelle elle parvient à faire fonctionner tout ensemble. Ce n'est pas un hasard si une équipe comme McLaren a pu travailler d'abord sur le réglage. Lorsque la gestion de l'unité de puissance est claire, cela accélère tout le reste. Ferrari, en revanche, à ce stade, est différente. Elle veut d'abord se concentrer sur la clarté de tous les nouveaux systèmes, y compris du nouveau règlement, et une bonne base de la voiture de l'unité de puissance, et ensuite travailler aussi finement sur l'aérodynamique, et sur les différents programmes de travail, sur la simulation du rythme de course, etc. Le travail le plus délicat concerne l'analyse des données, en corrélation avec le simulateur, la soufflerie. Et il y a aussi un autre aspect à considérer. Ferrari n'a pas derrière elle un grand groupe industriel, complètement immergé dans l'électrique, comme d'autres constructeurs. Et cela signifie que de nombreuses solutions doivent être développées en interne, avec des délais et des choix très précis. Cela dit, il y a une chose qui est claire, Ferrari n'est pas en retard. Ce n'est pas non plus une panique, et ils n'ont pas fait d'erreur d'approche. Et déjà ici, c'est un point important. Le programme de Barcelone a été exécuté à la perfection, sans improvisation. La piste était souvent humide. Ils n'ont rien dit sur les performances réelles. Celles-ci se verront à Bahreïn. Mais pour une équipe qui arrive de 2025, à oublier, commencer avec une voiture fiable, cohérente et compréhensible. Exactement le type de début qui était nécessaire pour reconstruire. Donc, les tests de Barcelone ont été positifs. Pour Ferrari qui a collecté beaucoup de données sur l'unité de puissance, sur les programmes de travail qui ont été exécutés, aussi sur le châssis lui-même. Cependant, il faut attendre pour voir la Ferrari extrême, au niveau aérodynamique, qui travaille finement sur le réglage. Cela nous le verrons à Bahreïn. Ce seront d'autres tests, et il y aura d'autres réponses. À ce jour, comme l'a également dit Toto Wolff lui-même, nous n'avons pas vu le véritable potentiel des équipes. Et à propos de la présentation de Mercedes qui a eu lieu aujourd'hui, Toto Wolff s'est également exprimé sur le cas du moteur Mercedes, et aussi sur les débats qui ont eu lieu avec la fédération. Voyons ensemble ce que le directeur de l'équipe Mercedes a dit. Nous l'avons vu au début de l'année. Le championnat du monde 2026 a officiellement commencé en dehors de la piste. Dans ce cas, l'unité de puissance Mercedes, elle utilisait un rapport de compression, différent de celui du règlement. Et Toto Wolff a été très direct. Les discussions avec la FIA ont eu lieu, mais pas seulement sur le rapport de compression. Et pour Mercedes, elles ont toujours
toujours été positive. Le règlement dit Wolff est clair, les procédures de contrôle sont claires, et il n'y a aucune zone grise à exploiter, d'où l'attaque des adversaires. Selon Toto Wolff, certaines équipes dépensent des énergies à surveiller ce que fait Mercedes et se concentrer sur les problèmes de Mercedes et non sur leurs propres problèmes. Lettres, réunions privées, demandes de clarification. Pour lui, ce sont des distractions inutiles. Et peut-être ajoute-t-il sans trop de détours. Alibi préventif. Le point central de la polémique est connu. Le soupçon est que l'unité de puissance Mercedes, une fois en température, peut travailler avec des rapports à pression plus élevés, par rapport à ceux mesurés à froid, rester formellement régulier lors des contrôles, mais obtenir un avantage sur la piste. C'est pourquoi la FIA essaie de clore la question avant le début du championnat. L'objectif est d'éviter que le GP d'Australie soit marqué par des protestations formelles. 2 réunions clés sont déjà à l'ordre du jour. Une technique pour discuter des méthodes de mesure possibles et des rapports à pression à chaud. Et une politique au sein du Power Unit Advisory Committee, où les motoristes devront décider comment procéder aussi pour l'avenir de la Formule 1. Et ici entre en jeu l'équilibre des pouvoirs. Pourquoi certains constructeurs semblent-ils alignés sur l'idée d'introduire des contrôles plus représentatifs du fonctionnement réel du moteur? D'autres, évidemment, n'ont aucun intérêt à changer le statu quo, si cela risque d'affecter la compétitivité. Et c'est là que Toto Wolff dresse le mur. En effet, de son point de vue, il n'y a rien à corriger. Le moteur est légal aujourd'hui. Il l'était hier. Et il le sera aussi demain. Le message est clair. Mercedes n'accepte pas d'entrer dans une négociation, qui semble être une réécriture des règles a posteriori. Si quelqu'un a quelque chose à contester, ou quelque chose sur quoi contester, il peut le faire. Mais dit Toto Wolff, ce ne serait qu'un moyen de justifier d'éventuelles difficultés futures. En substance, nous sommes devant le classique scénario de changement réglementaire. Tout le monde observe tout le monde. Personne ne veut se découvrir. La politique commence même avant que la piste ne parle. La FIA a maintenant une tâche précise. Trouver une solution qui garantisse la transparence, sans ouvrir une guerre technique qui pourrait s'étendre sur toute la saison. Parce qu'une chose est certaine, si cette histoire n'est pas réglée rapidement, elle ressortira le premier week-end, ou quelqu'un ira plus vite que les autres. Et selon moi, il faut régler immédiatement la question du moteur, du rapport de compression de Mercedes. Parce que si le moteur à chaud fonctionne avec un rapport de compression différent par rapport à celui prévu par les mesures de la FIA, qui effectue les contrôles à froid, il faut intervenir, modifier. Je comprends qu'on va modifier le règlement a posteriori, comme le dit Toto Wolff, mais le règlement est clair. Dans le sens où les vérifications doivent être faites à froid. Et à chaud, le moteur ne fonctionne pas dans le régime optimal. Donc si tous les motoristes s'alignent contre Mercedes sur ce point, il y aura un changement évident, sûrement net. Il faut voir si cela se produira à partir de l'année prochaine. Peut-être qu'il y a 2 réunions. Maintenant, il y a 2 réunions techniques qui auront lieu. Une où l'on discutera d'une méthode de mesure à chaud, sur l'unité de puissance. Et l'autre où ils rassembleront tous les motoristes, pour discuter d'une éventuelle modification du règlement. Donc en ce qui concerne le rapport de compression. Cependant, ces modifications seront mises en œuvre, à partir de l'année prochaine probablement. Il est peu probable qu'elles entrent déjà en jeu cette année, aussi parce que les moteurs sont déjà développés. Et il faut voir si Mercedes acceptera également la demande de la FIA de modifier son moteur. Mais ce sera certainement quelque chose que nous verrons prochainement. Et attention aussi aux déclarations de George Russell, qui sont toujours des prévisions sur comment ira l'avenir de la Formule 1. Nous l'avons déjà vu dans le passé, qu'il a fait une prévision très juste sur la Red Bull de Verstappen, quand il a gagné beaucoup de courses en 2023, et a dominé. Et Russell l'a dit dès les essais. Voilà. Voyons qu'il a fait d'autres déclarations de Russell lors de la présentation de Mercedes. Il a dit d'un point de vue purement visuel, cette Stone Martin a été la monoplace qui est la plus extrême lors des tests. Suspension, carrosserie, volume, choix aérodynamique. Tout rompait avec ce qui semblait jusqu'à présent la direction la plus conventionnelle de 2026. Et quand Russell évoque une telle voiture, il le fait avec une précision importante. Ce n'est pas la plus belle voiture qui gagne, c'est celle qui va le plus vite. Mais c'est toujours de la voiture la plus rapide que tout le monde finit par s'inspirer. Et c'est ici qu'Adrian Newey entre également en jeu. En effet, la MR26 est la première Stone Martin vraiment née sous sa direction technique. Et cela se voit non pas tant dans l'agressivité extrême, que dans la cohérence conceptuelle. Et Fernando Alonso le raconte très bien aussi, qui à Barcelone a complété le premier véritable jour de travail de la voiture. Et Alonso parle d'une voiture spéciale, non pas parce qu'elle est déjà compétitive, mais parce qu'elle indique clairement où elle veut aller. Et surtout, elle raconte un détail révélateur.
Dans le garage, tout le monde regarde Adrien Neuilly, non par révérence, mais parce qu'à chaque fois, il a quelque chose à enseigner. Cela nous amène à un point clé, l'avant. En effet, le règlement de 2026 change radicalement la façon dont une voiture de Formule 1 génère de l'appui. L'effet de sol n'est plus central, mais il est retiré. Et donc le fond devient plus sensible aux variations de réglage, car cela influence la façon dont l'aérodynamique est développée dans la partie supérieure. La partie supérieure de la voiture. Surtout au freinage et à l'entrée. L'appui n'est plus continu comme c'était dans l'ère 2022 et 2025 dans l'ère effet de sol. Et donc l'avant ne peut plus se contenter de maintenir la voiture. Dans le cycle précédent, l'aileron avant était souvent un outil correctif. Il servait à compenser l'instabilité du fond, à masquer des problèmes de plateforme, à maintenir un équilibre le plus statique possible. En 2026, cette approche ne fonctionne plus. Les ailerons avant sont visuellement plus simples, avec moins de profil. Et on essaie d'augmenter l'effet outwash. Elles ne sont plus sophistiquées, mais elles sont plus étroites et ont une autre fonction. Elles ne doivent pas générer de charge, mais doivent contrôler le flux vers l'arrière et l'accompagner jusqu'au train arrière et au diffuseur. Et c'est là que la Stone Martin d'Adrien Newey devient intéressante, parce que l'avant n'est pas exagéré. Il ne cherche pas le pic de performance et de charge aérodynamique. Il travaille de manière propre, centrale, cohérente avec l'envoi de l'air vers l'arrière, et donc optimiser la plateforme mécanique avec cette aérodynamique. Je conclus en disant que Christian Horner a déclaré qu'il attend de revenir en Formule 1. Il veut revenir avec un projet gagnant, donc il veut revenir. Son objectif est de revenir en Formule 1 le plus tôt possible. Mais il veut attendre de le faire avec un projet qui lui permette de gagner dans la catégorie reine. Donc nous verrons. Faites-moi savoir dans les commentaires votre avis sur le DRS inversé d'Alpine, sur la Ferrari qui utilise la dynamique active, disons à mi-chemin, dans des conditions humides, sur les impressions de Lewis Hamilton, la nouvelle embauche chez Ferrari à Maranello, et aussi le cas Mercedes, et les impressions de Russell. Je suis curieux de répondre aujourd'hui à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et sur le thème Ferrari. Ici c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo.